Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur l'huissier, s'il vous plaît, pouvez-vous nous amener le témoin? Bonsoir, monsieur le témoin. Bonjour. Nous allons poursuivre avec toujours les questions de parquet, parce que nous avons suspendu après avoir entendu le procureur général, mais certainement ses collègues auront certaines questions à vous adresser. Je vous en prie. Je vous remercie, monsieur le procureur général, monsieur le président. J'ai effectivement quelques questions à poser aux témoins. Première question, loin de moi l'idée de vous offenser, mais je voudrais une réponse très brève par rapport à ça. Nous avons remarqué lors des auditions de plusieurs personnes au sud que vous avez plusieurs prénoms. Hein. Je vois Banjim Bandoum, lieutenant Banjim, Banjim Bandoum Jacques, Banjim Bandoum Robert. S'agit-il de Ouardougou? Est-ce que c'est la même personne? C'est de vous qu'il s'agit? Je ne sais pas comment, mais je vais tenter de vous répondre. J'avais dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que je m'appelle Banjim Bandoum. Banjim, c'est mon nom. Bandoum, c'est mon prénom. Quand je suis né le 3 décembre 1953 à Beboto, le Tchad était sous la colonisation française. Donc j'avais un prénom qui était Robert à la naissance. En 1972, à la révolution culturelle de Ngarta, le président avait pris un décret pour tchadianiser les prénoms tchadiens. Et c'est comme ça que j'ai pris le nom Bandoum, qui était le prénom de mon grand-père, pour mettre sur Bandoum. Ça, c'est ce que je connais. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que j'étais sous-officier à la gendarmerie. Et je n'ai jamais été lieutenant. Jusqu'à je suis arrivé à l'école des officiers de gendarmerie. J'ai été nommé peut-être lieutenant à titre d'école, et c'était en 1992 à la fin de ma formation. Donc au Tchad, je n'ai jamais été lieutenant. Quand il s'agit de Jacques, je n'ai jamais porté ce nom. Pourquoi on m'a attribué ce nom? Je n'ai jamais, même au Tchad, il y avait des tracts qui sortaient, qui disaient que c'était le lieutenant Banjim. On portait le prénom Jacques. Et ça, je ne sais pas qui est à l'origine de ça. D'accord. Vous disiez que dès son accession, ou ça, je ne dirais pas accession, mais dès sa prise du pouvoir le 7 juin 1982, Oui. Le régime Habré a tenté de restaurer son autorité au sud du Tchad. Pouvez-vous nous dire les unités militaires ou civiles qui ont été déployées au niveau du sud pour asseoir cette autorité de l'État du Tchad?
En 82, quand il est arrivé, il a pris le pouvoir à N'Djamena, il fallait, entre-temps, à cette époque, il y avait une dissidence au sud. C'était le comité permanent. Donc il fallait pacifier le sud, donc faire tout pour pouvoir, par exemple, arriver à récupérer le sud. Il avait, à cette époque, il y avait des officiers de FAT qui étaient restés à N'Djamena, qui ont effectivement fait partie de la colonne qui est partie au niveau du sud. Ils sont arrivés, je crois que automatiquement vers le mois de juillet ou août 82. Les militaires qui étaient là-bas, c'est-à-dire qu'il y avait aussi les forces armées du Nord qui étaient avec le président Hissène Habré. Il y avait aussi les FAT, les ex-FAT, qui étaient à N'Djamena et qui sont adjoints à ces forces qui sont allées au sud. Après, ça en est suivi, quand ils ont pris tout le sud, vers les années 83, 4, quand il y a eu les problèmes des Kodo, donc il y avait un détachement de la sécurité présidentielle qui est venu se positionner à Assar. Il y a aussi un détachement de la Bessir qui est venu aussi se positionner à Koumra, à Gorée et à Bodo. Il y avait aussi la police militaire qui était aussi sur place là-bas, qui était sorte de l'ex-gendarmerie, qui était aussi sur place là-bas. Voilà, ça, ce sont les forces qui sont installées au niveau du sud du Tchad. Il n'y avait pas la DDS? La DDS y était, parce que la DDS était des postes qu'on appelle des cellules provinciaux qui sont installés effectivement à Sar, à Doba, à Mondou, et à Bongor et Pala aussi. À Benamar, Mondou, Benoît, à Doba, à Kelo aussi? Oui. Et quelle était la mission qui était assignée à ces forces armées qui étaient déployées au sud? Mais il y avait déjà la rébellion au niveau du sud. Donc pour eux, c'est briser la résistance de la rébellion, c'est-à-dire des Kodo. Donc c'était leur mission. Mais après, c'était vite, ça changeait un peu de l'autre parce que les Kodo, ils tendaient des embuscades et ils se repliaient dans les forêts. Et donc, voilà, les forces qui étaient là-bas les poursuivaient et arrivaient dans les villages. Et donc, voilà, on ne faisait pas voilà, la part des choses. Donc, voilà, les villages sont brûlés, voilà, des gens qui sont arrêtés. Voilà, c'était cette situation qui était insupportable. Les villages sont brûlés, des gens sont arrêtés. Vous aviez, lors de votre déposition à Paris, beaucoup insisté sur la sécurité présidentielle, oui, qui était une armée ou une unité d'élite. Pouvez-vous revenir sur les attributions spécifiques de cette sécurité présidentielle au niveau du Sud? Ben, c'était une force qui était spéciale. Normalement, comme son nom l'indique, leur mission était d'assurer la sécurité du président de la République. Moi, je ne vois pas comment ils sont détachés au niveau du Sud, qui est en principe l'autre. Donc ça, c'est aux responsables de dire pourquoi cette unité se retrouve au niveau du Sud. La sécurité présidentielle, quand ils sont arrivés au Sud, ils sont basés à Sar, dans la ville de Sar. Et c'est chaque fois quand il y a des opérations qui sont voilà, déployées dans des secteurs où il y a par exemple voilà, les attaques des Kodo. Mais ça aussi, il y avait aussi, ils étaient aussi sous la responsabilité à cette époque du chef d'état-major qui était l'actuel président du Tchad. Vous connaissez les 5 comme chefs ou commandants de zone qui étaient au sud. Vous pouvez revenir sur leur nom? Alors à cette époque, à Sar, c'était Bicharaga, à cette époque, qui était là-bas. Ensuite, à Doba, je ne me rappelle pas de son nom. À Mondou aussi,
c'est un ancien fan, mais je ne connais pas aussi son nom. Par contre, à Bangor, c'était Garfa qui était à Bangor. Et à Laï, ça doit être un ressortissant algérien que je ne connaissais pas aussi son nom. Donc, toutes ces unités étaient, disons, déployées au sud pour pacifier le sud, pour traquer les Kodo. Vous avez tout à l'heure esquissé un peu les techniques de combat des Kodo. Est-ce qu'il y avait eu des face-à-face directs entre les Kodo et les Fantes, ou bien, comme vous l'avez tout à l'heure introduit, c'était des embuscades? La plupart des méthodes que les Kodo utilisaient, c'est la guérilla rurale, c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. Donc, soit ils tendaient des embuscades dans les lots, le plus souvent c'est les lots, ou bien ils détruisaient des ponts qui reliaient par exemple des villages. Ça, c'était leur tactique qu'ils faisaient lot. Parce que c'était des gens qui effectivement, n'avaient pas assez d'armes pour pouvoir, par exemple, lot. Donc, les armes qu'ils avaient, c'était des armes individuelles, des trucs comme ça. Donc, leur tactique les plus fortes, c'était les embuscades, les coups de main, voilà, c'était ce qu'ils faisaient. Et chaque fois, quand ils sont se confrontés aux forces militaires, eh ben, ils se replient, et ils se replient directement pour aller plus loin, c'est-à-dire dans leur PC ou bien un peu en profondeur de la forêt. Et quand les forces arrivent, bon, voilà, ils arrivent dans le village, et les gens fouillaient, voilà, donc on ne cherchait pas à comprendre qui est civil, qui est militaire, quoi. Une sorte de bavure qui était... Et en quoi consistaient ces bavures des forces gouvernementales? Je ne saurais expliquer cela parce que pour eux, tout ce qui est au niveau de l'autre, c'était que des rebelles. Donc voilà, c'était des gens qui sont soit complices ou soit qui donc dans la tête des militaires qui étaient à l'autre, c'était voilà, ils sont tous pareils, donc ils sont des complices, des codos, voilà, donc c'était ça. Parce que comment imaginer que, bon, voilà, quand on arrive dans un village, on brûle même les greniers. Donc c'est ça qui fait que, bon, voilà, on pourrait comprendre qu'effectivement, c'était du razzia, c'était pas du... Pouvez-vous nous citer des noms de villages qui ont été victimes de ces razzias dont vous parlez? Mais les plus marquants qui étaient l'attaque de la ferme de Delhi. Il y avait aussi des attaques dans le Moyen Chali, comme par exemple Bemouli, Kalo, un peu dans la sous-préfecture de Moïsala, dans la sous-préfecture de Doba, vers Gorée, vers Bekia, un peu vers Maïboukoum. Voilà. Il y en avait aussi dans le Mayo-Kébi, mais comme je n'étais pas présent dans le Mayo-Kébi, donc je ne sais pas exactement à quelle région ils se sont attaqués. Donc cette répression était véritablement tous azimuts. Il y avait eu des arrestations, n'est-ce pas? Oui, quand les militaires arrivaient dans un village, ceux qui ne sont pas tués ou ceux qui ne sont pas l'autre, ils sont arrêtés. Et directement, soit ils sont interrogés sur place par les militaires, ou après, quand ils les ont amenés, par exemple, dans des centres, ils les confiaient aux cellules de la DDS qui étaient sur place et qui enquêtaient et qui faisaient... Voilà. Donc, c'était ça. On nous parlait de cadres qui étaient particulièrement visés. Pouvez-vous nous le confirmer? Mais l'affaire qui s'est passée, par exemple, à Sarre, par exemple, quand je parle du docteur Ndem, ou bien le procureur de la République de Sarre, par exemple, ou l'autre, ou bien, par exemple, Israël qui était en infirmier, ou c'est pas l'autre, à l'hôpital Semour de Koumoua, ou bien certains gérants qui étaient, par exemple, à Mondou, qui étaient à l'autre. Après, ce n'est pas les militaires qui les ont arrêtés. Ça, c'était des cellules qui étaient venues spécialement de N'Djamena, qui se sont installées, et avec le concours des éléments de la DDS sur place, ils ont procédé à des arrestations. Au moment où on a négocié avec les Kodo à cette époque, quand ils ont accepté de sortir et de rendre les armes, ils avaient dressé des listes, eux-mêmes ils avaient dressé des listes
pour pouvoir, par exemple, leur payer les PGA, les trucs comme ça. Donc ces listes, la délégation gouvernementale, quand on avait fini de négocier avec eux et qu'on avait signé les accords, on avait laissé ces listes au COMCHEP, c'est-à-dire qui a été désigné pour maintenant prendre le relais pour pouvoir, par exemple, brasser ces éléments ou bien les intégrer dans l'armée tchadienne. Donc, effectivement, ces listes ont été utilisées ou c'est pas l'autre pour dire que voilà que ça a été l'autre. Donc, ça pourrait, parce que dans ces listes, il y avait des civils, des fonctionnaires civils qui faisaient partie des CODO. C'est eux aussi qui, et les CODO ont gonflé aussi les listes pour pouvoir, par exemple, avoir l'autre. Donc, il se trouvait que les civils qui n'étaient même pas fonctionnaires se trouvaient dans ces lots. Donc, quand ces listes étaient lots, donc on pourrait utiliser pour pouvoir, par exemple... Vous-même, vous avez déclaré tout à l'heure, à l'entame de votre propos, que vous avez été désigné en 1985 pour une mission au Sud. Vous parlez tout à l'heure de mission spéciale. Oui. Vous étiez au Sud. Avez-vous servi donc à Pala? Je n'ai pas servi à Pala. Je me rappelle. Ouais. Je n'ai pas servi à Pala. Moi, j'étais à la DDS en 1985. J'avais reçu l'ordre écrit. J'avais un ordre de mission de Saleh Younous. Il y avait moi, il y avait Wardou, comment il s'appelle, Fodou, Warou Fodou, on était l'autre, on avait pris des éléments de la BCI. La mission a été bien définie. Procéder aux arrestations de 3 ou 4 personnes à Pala, à Gounougaya d'abord. Donc c'est comme ça que nous sommes allés à Gounougaya. Les personnes qui étaient indiquées dans l'autre, on les a arrêtées. Et il était question de les amener, on nous a demandé de les amener en N'Djamena. Moi, j'ai fait un message que j'avais dit à Saleh Younous que le véhicule ne pouvait pas contenir tous les prisonniers. Donc, on peut amener, par exemple, le leader qui a été cité dans l'ordre de mission, mais pas à l'autre parce que le véhicule ne peut pas les contenir. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'autorisation, la permission de Saleh Younous, et on a amené celui qui a été désigné comme leader, et on l'a arrêté, on l'a amené à N'Djamena. Donc, effectivement, je suis allé dans la région de Gounougaya, que j'ai arrêté, c'était 3 personnes. J'ai vu que plus précisément, en octobre 1985, vous étiez dans le Mayokibi à Pala, oui. En mission, oui. Au service de sécurité. Non, je n'ai jamais été là-bas. C'était la mission de Gounougaya que nous sommes arrivés à Pala. Voilà, on a arrêté des gens à Gounougaya. Après, on est parti à Pala. À Pala, c'est le directeur même de la documentation qui me dit de me porter à Pala. Donc, nous sommes allés à Pala. Après, il m'a dit de me porter à Léré. Donc, nous sommes allés à Léré. Et c'est là où il y avait une autre mission qui était passée, qui est partie, je ne sais pas, du Cameroun, qu'ils ont arrêté quelqu'un au niveau du Cameroun. C'était Kaye Jacob, qui l'ont amené à Léré. Et donc, ils l'ont enfermé à Léré. Et quand je suis arrivé, c'est là où je l'ai vu. Et il y a un avion de la Côte-Tchad qui est venu le chercher pour l'amener à N'Djamena. Voilà. Je pose la question parce qu'en fait, j'ai pu avoir une fiche au niveau des archives de la DDS, oui. Dans la cote D1 à D27 à 13. On a remarqué une fiche venant de Pala, situation des détenus politiques de Pala. Oui. Et il est marqué, il y a Zinga Azina, oui. qui est professeur, et on a dit cause d'arrestation arrêté par Banjim. Il y a un autre Koula, agent de l'ONIR, je ne sais pas, c'est l'ONIR, arrêté par Banjim. Donc, ça fait ressortir des gens qui sont un peu des cadres quand même que vous avez ciblés. Est-ce cela? J'ai arrêté le chef de canton qui s'appelle Abouinan. Voilà. Un autre chef de canton, ça, il y avait les noms sur l'ordre de mission que je suis allé avec ça à Gounougaya. À Pala. Pala, je n'ai arrêté personne. J'ai arrêté Abouinan qui était chef de canton. Je ne sais pas, dans un village dans la sous-préfecture de Gounougaya, un autre chef de canton qui était aussi dans la sous-préfecture de Gounougaya, et un autre qui était le leader qui était de l'UND ou un truc comme ça, qui est entre vers Pont-Caroual, c'est là où on l'a arrêté, c'était 3.
on m'a dit de saisir le véhicule même du chef de canton de Pontcarral, que j'ai saisi. D'abord, quand je suis arrivé à Pala, je suis allé me présenter devant le sous-préfet. En temps, c'était Sila Maras Silas, qui était maintenant devant. Et donc, je me suis présenté d'abord à lui pour lui dire que voilà, j'ai reçu mission et que je dois arrêter telle personne, telle personne. Le véhicule que j'ai saisi, je suis venu, j'ai remis au sous-préfet Maras Silas. Et c'est comme ça que j'ai demandé à Salinous, qui était directeur, j'ai dit, bon, je ne peux pas transporter tous les prisonniers pour les amener à N'Djamena, je peux amener que le leader. C'est comme ça que je suis venu. Les autres prisonniers que j'ai arrêtés, je suis venu, je les ai laissés à la maison d'arrêt de Moundou. Et c'est seul le leader, qu'on m'a dit de l'amener à N'Djamena, que je l'ai amené à N'Djamena. Voilà. Mais à Pala, je n'ai arrêté personne. D'accord, mais vous conviendrez avec moi que les chefs de canton dans l'organisation administrative du Tchad de l'époque étaient des cadres, car occupant le bas de l'échelon, certes, mais c'était des cadres, c'était des hommes influents, n'est-ce pas? Oui. Et ils étaient ciblés pour ça. Ils étaient ciblés pour ça, parce que dans cette mission, il y avait un dénommé Madi, qui était un partisan de Facho Balam, qui a partagé peut-être son exil avec lui au Bénin. Et ce monsieur s'est rallié à N'Djamena, à la DDS. Quand il est arrivé, il est directement employé à la DDS. Et c'est lui qui a donné des indications, des informations. Et donc, une mission était d'abord partie à Bangor, arrêter quelqu'un qui était à Bangor. Ça, ce n'était pas moi qui ai fait cette mission. Et donc, la personne, quand ils l'ont amené à N'Djamena, ils l'ont auditionné, et donc il a cité des noms comme, par exemple, Aboina, celui de Pontcarral, plus le leader qu'on a arrêté à Pontcarral. Donc, c'était lui qui a convoyé Kaye Jacob pour l'amener jusqu'à la frontière. Et Monsieur Bajoum, oui. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Oui, merci. Je ne sais pas si on vous a servi de l'eau pour que... Oui, il y a voilà. de l'eau. Oui. Mais surtout parler dans le micro. Ok, je vous en prie. Et donc, voilà, donc c'est ça qui donc, effectivement, ces gens étaient cités dans une des auditions, et c'est comme ça que Salinous m'a donné cette mission pour aller arrêter ces gens. Je vous remercie, Badjoum. Vous étiez donc au cœur du système de répression. Je ne peux pas nier que, voilà, que c'est... j'ai travaillé à la DDS, je ne peux pas nier... je ne peux pas nier les faits. Je ne le dis pas méchamment, mais c'est à ce titre d'ailleurs que vous nous intéressez beaucoup au niveau de l'accusation. Vous étiez au cœur donc du dispositif qui a été déployé au Sud. Je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, mais rien que sur les faits, je ne peux pas m'aventurer sur dire que voilà que c'est sur des faits politiques que je ne connais pas. Mais tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entendu, voilà, je peux le dire. Venons à deux incidents. Je veux juste parler de deux incidents au Sud. Oui. Je vous les annonce comme ça pour qu'on y vaille avec méthode. C'est le massacre des Kodo, Espoir, je crois, au niveau de Delhi. Oui. Et aussi le massacre des populations dans le village de Ngalo. Pour Delhi, véritablement, il y a eu des négociations. Les Kodo étaient rassemblés dans cette ferme pour rallier les fentes. Subitement, débarquent des hommes armés. Pouvez-vous nous dire quelle est l'unité qui était venue pour attaquer avec surprise ces combattants Kodo qui étaient désarmés et qui attendaient leur insertion au niveau des fentes? Au préalable, il y avait plusieurs discussions d'abord avec eux. Parce que nous, comme je disais, que je faisais partie de la délégation gouvernementale, lorsque les Kodo ils ont signé l'accord, ces accords, on les a demandé de quitter leur PC ou leur pour regagner la ville. Donc, Delhi était une ferme.
Donc, il y a eu des habitations, il y a eu des bâtiments qui sont appropriés pour pouvoir, par exemple, parce que les Kodo, quand vous les regroupez, ils sont avec leur famille, les enfants. Donc, Delhi était très approprié pour pouvoir, par exemple, les accueillir. C'est comme ça qu'eux-mêmes, ils ont accepté de venir s'installer à Delhi. Dans ces accords, il y avait des clauses qu'il fallait respecter. Ces clauses étaient, les Kodo revendiquaient d'abord le salaire, les PGA, et puis aussi l'autre, avant leur brassage dans les unités des forces armées nationales tchadiennes. Il y avait aussi, le gouvernement a demandé qu'ils soient formés, parce qu'il y avait des gens qui étaient pris par-ci, par-là, dans l'autre, donc il fallait les former avant de les brasser dans les unités. Donc ces accords pour la délégation civile, c'était fini, donc il fallait que l'armée vienne pour pouvoir, par exemple, essayer de prendre la relève des autorités civiles pour pouvoir, par exemple, assurer ces accords. Et c'est à cette époque, il y avait le Comchef, qui était l'actuel président, qui est Idriss Déby. Il avait 2 adjoints. Il y avait Zamtato et Hissène Amita. L'actuel président, qui était Comchef, était venu même à Mounou, parce que c'était lui qui devait prendre les choses en main pour pouvoir faire la réintégration des Kodo. Il y a eu des discussions, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Les Kodo voulaient, coûte que coûte, que les clauses soient respectées avant qu'ils ne quittent pour être réintégrés. Or, au niveau de l'armée, ou de la hiérarchie de l'armée, et ils veulent directement les embarquer pour pouvoir, par exemple, les emmener dans les centres comme Moussoro, ainsi de suite. C'est là où la question a été l'autre, et que la discussion s'est interrompue. Et un jour, parce que moi, quand je suis reparti en 85 avec l'autre, j'ai entendu les Kodo, ils m'ont rapporté que on les a demandé de venir récupérer, c'est-à-dire percevoir leur salaire et leur PGA. Donc ils étaient avec leur famille, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Il y a un détachement de l'armée qui était venu, c'était les Fentes, donc c'était qui était venu et qu'ils ont tiré sur les gens. Et les gens, ce n'était pas seulement que des militaires, parce que dans la ferme, il y avait aussi des civils, c'est-à-dire des gens qui travaillaient à la ferme, qui étaient des civils, qui étaient là aussi, et ces gens étaient